Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous pour parler un petit peu de musique et de composition. Je m'appelle Bastien Tran, je suis développeur depuis un peu plus de 5 ans et développeur chez Comet depuis bientôt 2 ans. Quelques mots sur Comet, ce qu'on fait et ce qu'on aime faire, c'est mettre notre expertise et notre sens de l'hospitalité au service de vos moments d'entreprise, que ce soit des moments de collaboration ou de convivialité. On vous accueille dans des lieux assez atypiques, plus subjectivement, pardon, complètement canon. On vous accueille notamment intramuros, mais aussi depuis plus récemment sur Nanterre, le campus de l'Arboretum. Et si vous avez l'occasion de voyager pour le travail, vous pourrez aussi nous retrouver à Madrid et à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui fait que je viens ici vous parler un petit peu de composition? C'est parce que dans notre équipe, on a pris un petit virage fonctionnel depuis quelques temps et on a notamment intégré la librairie FPTS qui fournit des outils pour la programmation fonctionnelle avec TypeScript. Et quand j'ai affaire à des petites nouveautés pour moi, j'aime bien la ramener un peu plus près de ma zone de confort. Et il se trouve que, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, j'ai des projets, des pet projects, des proto-projets, des bouts de code qui traînent ici et là. Et ces petits bouts-là, c'est l'occasion du coup de réexplorer ce code avec de nouvelles approches, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perspectives. En l'occurrence, dans ma besace, j'ai un petit projet qui vise à m'expliquer à moi-même comment fonctionnent les gammes et les modes et à représenter sur un manche de guitare les notes que j'ai le droit de jouer ou pas en fonction de la gamme ou du mode dont il est question. Alors du coup, là vous l'avez peut-être réalisé, au niveau composition musicale, j'ai pas tant de compétences que ça. Par contre, j'ai acquis une expérience récente pour la composition avec des fonctions. Donc on va pas tant composer avec des notes que composer avec des fonctions qui permettent de produire des notes. Faire du son avec le navigateur, ça peut se faire avec l'API Web Audio. Au sein d'un contexte audio, on va pouvoir créer et brancher des nœuds. Certains vont représenter des sources, d'autres des traitements et d'autres des destinations pour notre signal. Et si on avance un peu plus dans la documentation de cette API, on va trouver à peu près ce morceau de code-là, qui, je trouve, se lit déjà assez facilement. Petite subtilité, je commence par une application partielle parce qu'en fait, à chaque fois que je vais avoir une fréquence que je vais vouloir exprimer à travers mon haut-parleur, je vais le faire toujours dans le même contexte audio. Du coup, je vais me créer une fonction spécialisée qui se base sur un seul et même contexte audio. Si on peut le découper, du coup, selon moi, en 3-4 parties, ce code. D'abord, on crée, on récupère notre matériel. On fait éventuellement quelques petits réglages à la volée. Ensuite, on branche ces éléments ensemble. On définit à quelle fréquence on va vouloir faire vibrer notre oscillateur. Et ensuite, on déclenche la vibration. Et dans ce cas-là, je l'arrêterai au bout d'une seconde. Bon, du coup, il y a une petite analogie, je trouve, avec le matériel, l'instrument, etc. Je me fais un petit peu plaisir, je fais un petit renommage. L'analogie n'est pas parfaite. Ce n'est pas tant une guitare que la corde d'une guitare, voire la corde d'une guitare avec un doigt sur la main gauche positionné dessus. Mais je trouve que ça fait pas mal le taf. Et je vais extraire ce petit bout-là. Et on va rentrer un petit peu dans un avant-après, voir comment je vais pouvoir exprimer ça d'une façon un petit peu plus fonctionnelle pour commencer. Notamment, une fois que je vois que je peux faire ça, je me dis, mais en fait, comme beaucoup de guitaristes, j'ai envie d'avoir le choix entre mes effets, faire plein de réglages, combiner, moduler, etc., etc., et faire comme si la notion même de budget avait cessé d'exister. Un outil qui est assez sympa pour chaîner des traitements comme ça, je pense que vous le connaissez, c'est le pipe. Ça prend souvent la forme d'un opérateur qui vient parfois nativement avec un langage. Si ce n'est pas le cas, on peut trouver de quoi faire dans des librairies associées. Et comme le caractère pipe est souvent lui aussi voué à d'autres utilisations, on a une belle diversité de graphiques pour exprimer cet opérateur. Dans une autre vie, je faisais du R et un jour, j'ai vu débarquer effectivement un pipe qui ne ressemblait pas à un pipe dans une librairie. Alors, ce n'est pas nécessairement un opérateur, on peut l'exprimer avec une fonction. Et du coup, on va pouvoir composer au sein de cette fonction pipe en lui donnant en argument les fonctions avec lesquelles on va vouloir faire notre traitement. Ce qui est important, c'est que le retour d'une fonction donnée se branche bien avec l'entrée de la fonction suivante. Et en plus, pour ça, TypeScript va aussi nous aider à faire ça en toute confiance. Alors, revenons un petit peu à nos moutons. En fait, un nœud audio, il a une méthode connect qui permet de prendre un autre nœud audio en paramètre et de les brancher ensemble. Et en plus, cette méthode, elle a bon goût de renvoyer le nœud qu'elle a reçu en paramètre. Et du coup, je ne dis pas que c'est forcément une écriture idéale, mais pour moi, ça retranscrit assez bien la réalité de mon branchement guitare, jack, ampli, jack, haut-parleur. Et je trouve ça déjà assez chouette. Mais pour faire ça avec un pipe, ce que je trouverais un petit peu plus sympa, j'ai besoin d'aller bidouiller mon petit get hardware.
parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il me renvoie juste des nœuds audio. Et en fait, moi, ce que je vais vouloir, c'est avoir, certes, un premier nœud audio qui est ma guitare, mais ensuite, quelque chose qui va un petit peu automatiquement venir se brancher au nœud précédent. Du coup, je reprends une application partielle ici. Ça va me permettre déjà, en quelque sorte, d'inverser le sens dans lequel je vais nommer mes nœuds pour les brancher ensemble. Ça va me faire gagner un petit peu en lisibilité par la suite. Le truc qui est chouette, c'est que du coup, je me retrouve avec des fonctions. J'ai récupéré des fonctions qui ne prennent qu'un seul argument, et cas particulier ici, mais du coup, ça m'arrange pour la simplicité, qui va prendre et renvoyer un truc de même nature à chaque fois. Et donc maintenant, ce que va faire GetHardware, c'est toujours envoyer un oscillateur déguisé sous le nom de guitare, mais maintenant l'ampli, c'est plus vraiment un nœud audio, c'est plutôt une fonction spécialisée pour brancher le nœud audio qui était mon ampli à un nœud précédent, qu'on définira plus tard, et similaire avec le haut-parleur qu'on pourra brancher à tout et n'importe quoi par la suite. Paf. Et du coup, maintenant, ce qui est chouette, c'est que je peux composer mon traitement de signal au sein du pipe. Donc là, je peux inverser des choses, en rajouter, etc. J'ai pas mal de liberté. Je peux balancer un nombre à peu près arbitraire d'effets. Donc là, je m'approche pas mal de mon rêve. Si je me chauffe un peu, je me dis, ah, mais tiens, je pourrais peut-être faire la même chose. Finalement, quand je joue, j'ai une guitare qui passe par un traitement main gauche, puis par un traitement main droite. Bon, je vais le garder. Pour l'instant, ça me plaît bien. Et donc, comme je vous le disais, là, vraiment, je touche du doigt mon rêve. Je peux récupérer un delay et un compresseur et les rajouter dans ma chaîne de traitement. Alors, on peut discuter du bien fondé d'avoir fait la même chose pour main gauche et main droite. Est-ce qu'on aura vraiment besoin de composer avec d'autres actions sur la guitare? Pour ma part, j'en doute. Après, je sais qu'il y a d'autres utilisateurs de guitare qui pourraient être intéressés. Alors, quand même vous montrer que ça peut fonctionner. Donc j'ai pris des morceaux choisis dans l'ampli de départ. À gauche, vous avez une liste de notes qui sont sur la 3e et la 4e octave. Et donc avec le code que je viens de vous montrer, on peut faire produire du son par notre navigateur. Alors c'est pas très chaleureux, c'est une sinusoïde bête et méchante, mais pour mon besoin, ça fait le taf. Les deux prochains morceaux que j'ai choisis, c'est une liste qui fait à peu près la même chose que la première, sauf qu'au lieu de jouer une note, elle va jouer des accords assez simples. Simplement, il se trouve qu'il y a des accords pour lesquels j'ai une définition, et puis, un peu arbitrairement, là, je vais pas récupérer de définition pour tous les accords qui démarrent sur une note altérée, donc tous les bémols, tous les dièses, etc. etc. Et puis, on verra après, du coup, la dernière partie, où là, on laisse l'utilisateur saisir la note qu'il veut jouer. Et bon, l'utilisateur, on peut lui faire confiance, mais pas totalement. Et on risque de se retrouver dans des situations un petit peu problématiques. Et ce sera l'occasion de voir comment on peut éventuellement gérer des cas d'erreur de façon un peu fonctionnelle. Reprenons ici mon cas de données manquant. Donc, comme je vous l'ai dit, à gauche, on a grosso modo la liste telle que je l'affiche sur l'interface. Et puis derrière, le dictionnaire dans lequel il manque des entrées, parce que ici, elles sont commentées, mais je pourrais dépendre d'un service sur lequel je n'ai pas la main, qui pourrait soit me renvoyer de la donnée, soit rien du tout, un undefined. Pour traiter ce cas, il y a un objet qui s'appelle option, qu'on appelle aussi maybe. En gros, c'est une boîte qui va porter une étiquette, et cette étiquette nous indique si cette boîte contient une valeur ou non. Donc si jamais elle contient une valeur, elle va porter l'étiquette somme, et du coup contenir une valeur d'un type arbitraire, ça peut être une string, un nombre, un objet plus complexe, ou une étiquette none qui indique qu'il n'y a rien dans cette boîte, et du coup, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre dans cette boîte. Donc, l'option d'un type donné, ça peut être soit un somme de ce type, ou un none. Et là-dessus, on va avoir d'autres outils qui vont pouvoir opérer sur cette boîte et avoir des comportements différents en fonction de si on a affaire à un somme de quelque chose ou à un none. Comment je l'utilise pour traiter mon cas d'accord manquant dans le dictionnaire? Déjà, je reprends le pipe qu'on avait vu. Première étape, j'utilise donc les chaînes de caractères de gauche pour interroger mon dictionnaire. Et donc, je peux récupérer soit un tableau de string qui décrivent les différentes notes qui vont composer mon accord, selon une convention de notation, ou undefined. En fonction du cas, là, j'ai un petit builder qui va me permettre de créer la boîte. Si jamais j'avais de l'information, je vais du coup avoir un somme d'un tableau de string. Si jamais j'ai récupéré un undefined, je récupère un none. Et ce qui est sympa, c'est qu'après, j'ai plus trop vraiment à me soucier pendant un moment de ce à quoi j'ai affaire. Si jamais j'ai effectivement quelque chose dans ma boîte, des chaînes de caractères, j'ai une petite fonction qui va me permettre de les transformer et d'avoir la fréquence correspondante pour la faire jouer in fine par mon haut-parleur. Mais si jamais je reçois rien du tout, en gros, je vais propager rien du tout vers la fin de ma chaîne de traitement. Et au bout, on résout tout ça. Si jamais on est sur un cas d'absence de données, on va pouvoir faire quelque chose. Par exemple,
alerter l'utilisateur sur le fait qu'on n'a pas pu trouver la définition d'accord qu'il voulait jouer. Mais si on est dans le cas nominal, et ben let's go, on appelle notre fonction pour jouer des notes et on produit du son. Je vous ai montré donc à droite le cas où il y a une saisie de l'utilisateur. Là, il peut se passer pas mal de choses. On peut avoir, du coup, vouloir traiter des situations un peu similaires à la précédente, mais plutôt qu'une présence-absence de données, ça va être plutôt de distinguer deux types de données au cours de nos traitements. Un cas typique d'utilisation, mais qui n'est pas obligatoire, c'est traiter le cas nominal et traiter le cas d'erreur. Voilà. Alors, il y a un petit débat sur pourquoi, quand ça se passe bien, c'est droit, et quand ça se passe pas bien, c'est gauche. Je serais ravi de l'avoir dans le couloir tout à l'heure. Mais pour ce qui nous intéresse, on reprend un petit peu la même mécanique qu'on a vue précédemment. On chope ce qu'a saisi l'utilisateur, ou pas d'ailleurs, dans le champ. On vérifie qu'on a une chaîne de caractères qui n'est pas vide. Voilà. Si jamais tout va bien, bah, du coup on a un write qui contient la saisie de l'utilisateur. Si jamais, par exemple, on a une chaîne de caractères vide, on va récupérer en sortie de ce passage un left qui portera l'information comme quoi bah, on n'avait rien à se mettre sous la dent pour continuer. Mais on continue quand même. Voilà. Et du coup, si jamais on est sur ce cas-là, bah, en fait, cette information, elle va percoler jusqu'au bout de la chaîne de traitement. Deuxième étape de validation. Bah, on va vérifier si ce que l'utilisateur a saisi correspond vraiment à une note qui est jouable. Les notes, en général, on les note entre A et G. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait d'autres façons de faire, mais en tout cas, pas vraiment au-delà de G. Donc, si l'utilisateur tape un K, on sait que c'est une entrée qui n'est pas vraiment valide et on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Si, du coup, j'ai bien de la donnée après cette étape valide, je vais, un peu comme précédemment, pouvoir récupérer la fréquence associée à ma note. Et je vais enfin soit produire l'effet escompté, jouer la note, ou gérer mon erreur. Ici, je vais simplement faire un log, et j'aurai l'information en plus dans ce cas-là de à quelle étape du traitement j'ai récupéré une erreur. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Déjà qu'on pouvait faire des notes, on pouvait générer des notes dans le navigateur. Moi, je ne le savais pas jusqu'à pas si longtemps. Voilà. Qu'on a des façons assez sympas de jouer avec les fonctions, qu'on peut composer des traitements, moduler, etc. Et que du coup, il existe des outils pour ça. On a vraiment vu un tout petit bout de ce qu'on pouvait faire avec les options, avec Laser. Il y a d'autres fonctions, il y a d'autres traitements qui sont possibles, mais il y a aussi de quoi gérer des records, des tableaux, etc. etc. Et puis, du coup, ce qu'on a vu, c'est parfois importé ou sinon très inspiré de ce qu'on trouve dans FPTS. Mais typiquement, les implémentations d'options et Ether que j'ai utilisées ici, c'est des options qu'on a fait en TDD en équipe. En fait, on a recréé ces objets from scratch, pas forcément avec tout ce qu'ils peuvent accomplir dans l'absolu. Mais voilà, si vous faites un petit tour sur le repo, faites pas attention au désordre, mais vous avez des petites séries de tests qui vous permettent, si vous voulez, de reconstruire votre implémentation de l'un et de l'autre. Je vous remercie et je crois qu'il nous reste un peu moins de 2 minutes si jamais vous avez des questions. J'espère que c'est parce que c'était limpide et pas parce que vous êtes hyper perplexe. C'est ça. Ou peut-être que je vous ai intimidé. En tout cas, si jamais vous avez des questions qui viennent par la suite, si on se croise dans les couloirs, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Moi là, vraiment, je suis au début d'une découverte, donc il y a peut-être des choses aussi complètement challengeables. N'hésitez pas, ça fait partie du plaisir d'être là, de pouvoir échanger, discuter, confronter les idées. Et c'est hyper chouette. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'organisation. Vraiment génial. Et c'était ma première fois ici, c'était un plaisir.